Donc, bonjour à tous. Donc, c'est notre dernière session sur la gestion d'un premier salaire et on va s'attarder à des choses qui sont peut-être moins financières, moins de chiffres, mais qui sont des choses extrêmement importantes, qui sont les rapports entre les gens et en particulier une des choses qui arrive quand on commence à gérer son premier salaire, quand on commence dans la vie active, c'est que ça, généralement, on fonde une famille et donc il y a toute la partie de relation, de la gestion de l'argent avec son conjoint et c'est généralement pas évident. Plus la deuxième chose, c'est que généralement la famille a un certain nombre d'attentes au niveau d'une personne qui commence à travailler, surtout si le niveau de vie de cet employeur, de cet employé, pardon, est plus élevé que ceux des parents, mais il doit y avoir un certain nombre d'attentes. Donc, et l'autre chose aussi qu'on fait généralement en formation, c'est de faire réfléchir les participants à ce que c'est que la richesse, en fait, pour éviter euh, de, de vraiment ne promouvoir que une vie matérialiste. Donc c'est un peu les trois axes. Alors, après, à vous de voir. Je crois que je vous l'ai déjà dit, moi, ça me semble toujours plus efficace d'avoir des formations courtes, mais assez fréquentes euh, parce que sinon ça fait beaucoup absorber. Il y a une partie qu'on oublie. Et puis, ça leur permet aussi aux participants de pouvoir vraiment appliquer d'une session à l'autre ce qu'ils apprennent et puis aussi de vous, d'une session à l'autre, d'en discuter, de voir quels sont les obstacles, leurs difficultés, etc. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que c'est beaucoup plus efficace d'avoir des sessions brèves mais fréquentes. Et donc, en plus, ça leur permet de toujours continuer à penser à ce que la gestion de l'argent, c'est quand même très important. Donc, sur toute cette première partie sur la gestion euh, de l'argent entre époux, euh, j'utilise pas mal d'histoires en fait. Ça, c'est une technique de formation, que ce soit au niveau de tout ce qui est des questions de communication, mais également, je l'utilise énormément avec euh, des programmes pour des gens qui n'ont pas nécessairement un niveau d'alphabétisation très élevé. On utilise des histoires. Il y a deux raisons. La première, c'est que bah, les histoires, ça captive toujours tout le monde et c'est beaucoup plus, c'est plus mémorable en fait. Les gens vont se souvenir de l'histoire après la formation, beaucoup plus qu'autre chose. Là, vous souvenez-vous d'histoires qu'on vous a lues quand vous étiez petit, il y a quelque chose d'assez captivant avec les histoires. La deuxième raison, c'est que j'évite en formation de demander l'expérience personnelle des participants. Parce que, un, c'est confidentiel. Deux, ça peut mettre des gens mal à l'aise de raconter les problèmes que eux ont personnellement sur la gestion de l'argent. Donc, ça semble être beaucoup plus efficace, en fait, de le faire d'une façon un peu détournée, de parler de quelqu'un d'autre. En l'occurrence, des protagonistes d'une histoire. Le tout, c'est de bâtir des histoires qui soient assez proches de ce que les participants vivent au quotidien. Donc là, je vous ai donné l'exemple d'une histoire avec ces petits dessins. Alors, attendez que je retrouve l'histoire entière. Donc, en fait, c'est l'histoire de deux personnages, Hector et Victoire, qui ont donc deux enfants. Ils viennent de fonder une famille il y a quelques années. Et l'un est fonctionnaire et l'autre est employé. Et on les voit au fur et à mesure. Donc, il va y avoir 12 ou 8 étapes dans l'histoire. Et au fur et à mesure, bah, dès qu'ils touchent leur salaire tous les deux le premier du mois, Victoire va racheter des habits des habits aux enfants parce qu'en fait, les enfants ont grandi. Ensuite, elle fait toutes les courses d'alimentation pendant le mois sans trop regarder à la dépense. Ensuite, euh,
Ah, et Monsieur Youssouf a les problèmes de connexion. Je vais juste lui répondre. Attendez-nous. Vous n'avez pas de problème, vous m'entendez bien? Oui, Oui, ok. Donc oui, c'est 5 sur peut-être 5. ok, donc c'est peut-être du côté de Monsieur Sangaré alors. Hmm. Je vais juste lui répondre si ça va. Le- donc ils touchent leur salaire. Victoire, la maman, des dépenses en vêtements, dépenses en nourriture sans trop compter. Le papa a trouvé qu'il pourrait s'aménager un peu mieux, donc il s'est aidé des familles encore jeunes, donc il achète quelques meubles. Vous voyez un morceau de fauteuil là-bas. Et puis vers la moitié du mois, ils vont voir la famille et ensuite elle, la famille leur demande du soutien, puis vers la fin du mois, ils reçoivent toutes les factures et, et là, ils n'ont plus assez d'argent en fait pour tout payer et ils se disputent. Donc, alors ce type d'histoire, quand je les avais utilisées en République démocratique du Congo, on m'avait dit, ouais, c'est très. Alors, ils avaient aménagé. Il y en avait une qui était, c'était pas des employés en fait, c'était euh, il y avait un chauffeur de moto-taxi avec sa femme. Et on m'a dit que c'était des histoires qui étaient vraiment très réalistes. Donc, je ne sais pas si chez vous, vous avez ce genre de problème où en fait les couples se disputent à propos de l'argent. Est-ce qu'au Burkina ou en Côte d'Ivoire, au Togo, vous avez ce genre de soucis où les disputes entre couples, au sein du couple, je veux dire, sont fréquentes au niveau de l'argent? Donc, Youssouf me dit oui. Mhm. Et au Oui, Burkina? je pense que ici, c'est fréquent, hein, les disputes au niveau des couples. Mhm. C'est fréquent, voilà. Mhm. Surtout, bon, au niveau des personnes qui mènent une activité. Voilà, souvent, bon, le second conjoint soupçonne que l'autre ne déclare pas correctement ce qu'il gagne, Mhm. voilà, ou bien il dépense avec quelqu'un d'autre dehors. Voilà, donc bon, il y a toujours ces disputes-là. Mhm. Voilà. Ok, Même au ok. niveau des divorces et autres, c'est vrai que bon, on n'a pas mené une étude pour le moment vu les moyens. Mhm. Sinon, bon, on allait mieux comprendre voilà, les motifs réels. Voilà. Mais en tout cas, la plupart de ce qui se dit, le problème parle dans la plupart des cas voilà, de l'âge, comment l'argent est vu dans le foyer. Mhm. Mhm. C'est ouais, ce serait intéressant d'avoir une étude plus approfondie. Il y a, je me souviens que c'était aux États-Unis où il y avait eu des études qui avaient été faites et l'argent était généralement la cause numéro un de divorce. Donc après, au niveau de la violence conjugale ou des disputes conjugales, ça, je j'ai pas de statistiques, mais a priori, c'est quand même une raison de dispute assez fréquente. Ce qui se passe également, et donc c'est pour ça que ça peut même faire l'objet d'une formation à part entière. Ce qui se passe aussi fréquemment, c'est que on acquiert un certain nombre de d'habitudes au niveau de la gestion. Et ne pas gérer, ça fait partie des habitudes, à vrai dire. Ne pas regarder la dépense, etc. Et puis également une certaine attitude vis-à-vis de l'argent pendant toute son enfance, pendant toute son adolescence, suivant ce qu'on a observé dans la famille. Et donc, deux personnes fondent une famille, elles vont avoir euh, toute cette attitude et ces comportements vis-à-vis de l'argent qui peuvent être très différents parce qu'elles viennent de familles et je dirais, de cultures financières différentes. Donc, une personne qui a été élevée, et donc ça dépend pas du tout, je dirais, du genre. C'est pas, on a souvent le stéréotype de la femme dépense beaucoup, le mari moins, mais ça dépend surtout de comment les enfants ont été élevés et ce que le- leur passé au niveau de l'argent.
Donc, si l'un des conjoints vient d'une famille où ils ont toujours fait attention, où il a vu ses parents discuter justement des problèmes d'argent, c'est une attitude qui pour lui semblera la façon normale de gérer son argent. En revanche, si l'autre vient d'une famille où on a toujours dépensé sans trop compter, quitte à avoir des dettes, les dettes semblaient pas un problème. Ces deux personnes vont arriver avec des cultures déjà vis-à-vis de l'argent, des attitudes vis-à-vis de l'argent complètement différentes. Donc ça va être, sans en avoir conscience d'ailleurs, et donc ça va être une source de friction tout de suite. Donc c'est vraiment quelque chose qui est importante. J'avais lu, je me demande si c'était pas en France, où il y avait certaines associations qui proposaient euh, des, des cours, des formations sur justement la préparation au mariage et elles incluaient la partie budget et discussion sur l'argent pour que les gens également prennent conscience de cette culture un peu différente dont ils viennent au niveau de leur famille. Donc, vous pouvez utiliser une histoire. L'idée avec l'histoire, c'est qu'en fait, vous pouvez discuter de cette histoire. C'est plus facile de discuter d'une histoire, de ce qui se passe chez les autres, que de discuter de sa propre expérience. Donc, même si on utilise sa propre expérience pour comprendre l'histoire. Donc, après, vous faites discuter les participants, de savoir qu'est-ce qui se passe dans cette histoire, comment ça se fait qu'ils se disputent, est-ce que c'est une bonne manière de communiquer en se disputant, etc. Donc, après, ce que l'alternative étant d'écrire un dialogue où les gens se disputent et puis de le faire jouer par des participants pour qu'ensuite vous analysiez, enfin, que les participants analysent le dialogue. Une chose qui est très importante au niveau de tout ce qui est communication, en particulier sur l'argent, c'est que on a très vite fait euh, de passer d'une discussion qui devrait être factuelle à une discussion qui accuse, où il y a des jugements. Et là, c'est là où ça dérape, parce qu'au lieu de parler de faits et je dirais, de la mathématique de l'argent, on a tant de revenus, il y a tant de dépenses, comment on fait pour prioriser? Ça devient tout de suite une histoire de jugement. Mais de toute façon, tu dépenses trop, etc. Et donc, c'est fini quand on dérape sur du jugement. Donc, c'est une chose, les gens n'en ont pas nécessairement conscience. Et donc, c'est une activité que vous pouvez faire et qu'on va faire ensemble. C'est en fait vous donner différentes cartes avec des phrases qui sont des phrases qui peuvent être dites dans un dialogue entre époux. Et vous leur demandez aux participants de trier ces cartes en deux tas. Celles qui sont des faits et les autres cartes qui sont en fait des jugements. Donc, on va faire le petit exercice ensemble. Quelles sont les cartes? Est-ce que vous arrivez à lire l'écran déjà? Est-ce que vous arrivez à lire les phrases qui sont sous chaque image? Ouais, ok, je vois un pouce, très bien. Donc, j'aimerais que vous me disiez, donc la première, tu dépenses trop en choses stupides, d'après vous, fait ou jugement? Bon, moi, je pense que c'est un jugement, hein, parce que selon le côté dont on se situe, alors on peut voir souvent des dépenses comme des dépenses stupides, voilà, mais l'autre ne le voit pas. Voilà, s'il n'y a pas véritablement de communication entre les deux conjoints. Alors, l'autre peut penser que c'est des dépenses stupides, alors que l'autre, voilà, son enfance, ses valeurs ont été fondées sur ce genre de dépenses-là. Voilà, Mhm. selon moi. Alors, je vois que Youssouf n'est pas d'accord. Ouais, en fait, peut-être que vous pouvez expliquer un peu mieux, Youssouf. Oui, oui, non, non, en fait, je pense que c'est plutôt le stupide, là. C'est Mhm, ça qui, ouais, effectivement, c'est un jugement. tout à fait. Sinon, si on fait des dépenses, Mhm. voilà, ça peut être des faits, Mhm. voilà, mais la qualification, c'est un jugement. Absolument. C'est tout à fait ce mot-là là, qui tout d'un coup fait basculer la phrase en jugement. Donc ça, c'est un jugement. OK. Alors, la seconde, alors ça, je l'ai inclus parce que
en Asie, on dépense, malheureusement, les familles dépensent, surtout en particulier les hommes, dépensent énormément en jeux. Si c'est pas le cas chez vous, tant mieux. Et dans ce cas-là, on n'inclut pas ce genre de carte. Mais en Asie, c'est un problème énorme, c'est que les gens jouent de l'argent. Donc, d'où cette phrase-là, tu as dépensé 2000, peu importe la devise, aux cartes. Donc, en jeu de cartes, ils font aussi des jeux avec des combats de coq, etc. aux Philippines. Donc, c'est un problème majeur. La semaine dernière, d'après vous, est-ce que c'est un jugement ou un fait? Et on pourrait très bien mettre, par exemple, tu as dépensé, si les gens fument, tu as dépensé 2000 en cigarettes la semaine dernière. D'après vous, est-ce que c'est un jugement ou est-ce que c'est un fait? Youssouf dit fait. Les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Pour moi, c'est un fait, hein. C'est un fait parce que, bon, c'est un fait constaté. Mhm, Voilà. Il n'y a pas eu de jugement dessus, il n'y a pas, on a juste rapporté les faits. mhm. Voilà. Christelle est d'accord. Yann Théma, Mamadou, vous pensez quoi? Fait également. Ouais, tout à fait. C'est Un factuel. fait. C'est factuel dans le temps, parce qu'il y a marqué semaine dernière, c'est factuel au niveau du montant. Donc, ça, c'est un fait. OK. Alors, c'est trop cher. C'est un fait. Tout le monde est d'accord? C'est trop cher. Je pense que c'est un jugement, hein, Ouais, parce que Christelle est d'accord sur le jugement. que ça Jugement, soit ouais. cher ou pas, ça dépend de quel côté on se positionne. C'est complètement relatif, c'est complètement c'est subjectif. Donc, tout à fait, c'est un fait. Alors après, le prix du riz a augmenté de 500 par kilo ce mois-ci. Fait ou jugement? Un fait. Un fait, ouais, tout à fait. D'accord, merci Christelle. C'est factuel. Il y a, pareil, il y a la notion de temps, c'est précisé. Il y a le prix. Alors, un nouveau téléphone, ça ne sert à rien, d'après vous. Le jugement. Jugement, oui, tout à fait. Si vous n'êtes pas d'accord, vous le dites, hein. Jugement. Alors, ensuite, placer ça. Donc, si nous achetons un nouveau téléphone, on parle toujours du téléphone, mais de façon un peu différente. Si nous achetons un nouveau téléphone, nous épargnerons moins pour une nouvelle moto. Christelle dit fait. Oui, Youssouf? J'ai dit aussi fait, oui. Fait. Mhm, mhm. Les autres, vous êtes d'accord? Ouais, si là aussi dit fait. Ouais. Tout à fait, c'est factuel. C'est si on épargne ou si on achète un certain montant pour quelque chose, obligatoirement, c'est-à-dire que c'est moins pour autre chose. Donc, c'est particulièrement factuel. OK, donc si on retourne à gauche, donc tu n'arrêtes pas d'acheter de nouveaux vêtements. Alors, Youssouf dit fait. S'il a dit jugement, les autres, vous pouvez départager. Yantema dit jugement. Christelle et Alice Arrey, vous en pensez quoi? Jugement. Ouais, jugement. Ça va dépendre aussi un peu du ton de voix, mais c'est le tu n'arrêtes pas et plutôt de l'ordre du jugement que des faits. C'est très différent par rapport à, vous voyez là sur euh, tu as dépensé 2000, ouais, tu as dépensé 2000 en vêtements la semaine dernière, ce serait vraiment factuel, tandis que là, tu n'arrêtes pas de, ça a l'air du joint. Et c'est quelque chose d'important parce que ce jeu-là, en fait, permet aux participants, à nous y compris, de prendre conscience de la manière dont on parle.
et donc de la manière de tournure de phrase qui peut vite virer au jugement en fait sans qu'on s'en aperçoive et qui pour le coup casse la communication, fait que la communication au lieu de se focaliser sur l'argent et les faits, comment équilibrer le budget, quelles priorités on va mettre, tout d'un coup, ça devient plus personnel. Et le tu n'arrêtes pas, c'est toi. Ensuite, l'uniforme scolaire de notre fille est trop petit, elle a besoin d'un nouveau. Christelle dit fait. Ouais, ça c'est un clair celui-là. Alors, ça c'est ensuite la phrase typique dans les disputes, c'est de ta faute. Complètement dans les jugements, ouais, Christelle, hein. Les autres, vous êtes d'accord? Jugement, ouais, jugement. Alors, ensuite, donc, nous avons gagné 50 000 cette semaine et dépensé 28 000 en nourriture. Fait. Alissa est d'accord. Fait. Factuel, oui, tout à fait. C'est extrêmement factuel. Et ce qui est une des raisons aussi pour laquelle noter ses dépenses est très important. Quand on est seul, c'est sûr, mais quand on est en couple, je dirais encore plus, parce que justement, ça permet de montrer de façon factuelle ce que la famille dépense. Et donc, c'est vraiment ça évite les disputes. Alors, ensuite, tu n'as jamais confiance en moi. Christelle dit jugement. Jugement. Jugement, ouais, c'est plutôt du jugement. Là encore, le jugement, on le voit aussi souvent parce que c'est vraiment personnel. Donc, et le dernier, c'est nous devons payer les frais de scolarité dans 3 mois. Christelle dit fait, Youssouf aussi, ouais, c'est purement factuel. Donc, d'après vous, pour éviter les disputes, pour avoir vraiment un dialogue constructif où on fait état des problèmes et on arrive à une solution, quelle est la meilleure manière de procéder? Est-ce que c'est de dialoguer avec des jugements ou de dialoguer avec des faits? Pour moi, c'est toujours intéressant de dialoguer avec des faits, voilà, qui permettent en tout cas de pouvoir mieux se comprendre, voilà, et de pouvoir se baser sur quelque chose de concret, voilà, Mhm. pour prendre de bonnes décisions. Tout à fait, tout à fait. Youssouf, vous voulez rajouter quelque chose? Non, non, c'est bon, c'est pareil, oui. Pareil, ouais, tout à fait. Et ce qui est pas évident parce qu'on a tendance très vite, surtout que l'argent est un sujet émotionnel. C'est loin d'être objectif et neutre. Et donc les discussions peuvent vite déraper sur sur des jugements et non pas sur des faits. Surtout, comme je vous l'expliquais, il y a tout ce contexte familial, toute cette éducation qu'on a reçue, l'attitude qu'on peut avoir vis-à-vis de l'argent qui est vraiment ancrée en nous peu à peu quand on grandit. Donc, le mari et la femme ne vont pas nécessairement avoir ces mêmes références vis-à-vis de l'argent et quelque chose, une dépense qui peut paraître vraiment bénigne, pas importante pour l'un, peut paraître au contraire très importante pour l'autre. Donc c'est très important de vraiment se fixer aux faits et c'est pour ça que noter ses dépenses est encore plus important. Alors, si je reviens à euh, slide précédent, je vais essayer d'effacer tous ces gribouillis. Youp. Voilà. Euh, J'aimerais revenir. Voilà. Donc après avoir fait prendre conscience aux participants, ce qui dans un dialogue peut être plutôt des faits, plutôt des jugements et les phrases, si elles vous semblent pas être très adaptées,
au dialogue qu'ils peuvent avoir chez vous, on peut facilement le changer. Oui, Christelle, vous avez tout à fait raison. Il faut de l'empathie dans la présentation des faits. Il faut essayer, ça fait partie des techniques de communication, aussi de se mettre à la place de l'autre, en fait. L'autre a une manière de voir les faits, et c'est important de comprendre son point de vue. Ça ne veut pas dire qu'on va changer notre point de vue, mais au moins de comprendre le point de vue de l'autre pour pouvoir trouver un terrain d'entente. C'est tout à fait de l'empathie. L'empathie et de l'écoute aussi. Ça, c'est quelque chose qui, alors, bon, je crois, une des organisations avec lesquelles on travaille, en plus des cours purement de finance ou d'entrepreneuriat, aussi propose également à leurs participants des cours au niveau de la communication, confiance en soi, etc. Et c'est des choses qui peuvent être effectivement extrêmement importantes parce que les deux vont ensemble, sachant que la communication, ça peut être aussi très important quand, par exemple, on a des dettes et qu'on va négocier, qu'on va discuter avec son banquier ou son prêteur, etc., d'avoir une meilleure connaissance de comment on a des techniques de communication, de dialogue qui soient efficaces. Donc, l'empathie en fait partie. Bonne remarque. Donc, ensuite, donc, après avoir fait prendre conscience aux participants que un dialogue, c'est important de vraiment se focaliser sur se concentrer sur les faits, vous demandez à chaque groupe de réécrire l'histoire et d'écrire un dialogue. Ça peut être aussi une possibilité pour que donc là, nos deux héros, Hector et Victoire, euh, réussissent à gérer de l'argent de façon efficace, sans avoir de problème à la fin du mois et sans se disputer. Donc, ça permet également de revoir si vos participants, par exemple, se souviennent du calcul de la limite de dépenses, se souviennent si faire un budget, c'est super important. Vous allez voir justement si ils préconisent dans leur histoire réécrite, améliorée, que le couple devrait noter leurs dépenses. Ça vous permet de voir un peu si ce qu'ils ont retenu des séances précédentes. Donc, et ensuite, chaque groupe raconte l'histoire réécrite, améliorée, pour que le couple ne se dispute pas. Et vous pouvez très bien faire aussi un jeu de rôle où les participants, chaque groupe va jouer le rôle du mari et de la femme et faire un dialogue où ils ne se disputent pas à la fin, où justement ils se concentrent sur les faits et trouver une manière de gérer l'argent ensemble qui soit efficace et harmonieuse. Ce qui est important aussi, alors là, je ne sais pas du tout comment c'est chez vous. Dans un certain nombre de pays, en fait, le mariage, c'est un contrat. Donc même s'il n'y a pas de contrat, il y a un contrat par défaut la loi par défaut qui s'applique. Et un certain nombre de biens, dont l'argent, font partie du ménage et deviennent propriété commune. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment très important. C'est pas seulement pour éviter des disputes, mais c'est aussi que les couples ont une responsabilité commune à gérer l'argent. À tel point que, par exemple, certaines dettes qui sont prises par l'un euh, sont la responsabilité du couple et que l'autre, malheureusement, sera redevable aussi de la dette si l'un des membres du couple, l'un des conjoints fait défaut. Donc, même s'il n'en avait pas connaissance avant. Donc, je pense que c'est très important, surtout pour alors, ça peut être une formation que vous faites soit quand les gens sont déjà mariés ou avant qu'ils se marient, mais c'est extrêmement important de rappeler la loi au niveau de, de l'argent du ménage. Donc, comment c'est chez vous? Est-ce que quand les gens se marient, l'argent reste complètement séparé ou au contraire, tout devient un pot commun et donc le salaire de l'un, par exemple, devient partagé légalement euh, euh, dans la famille? Oui, Youssouf, allez-y.
Alors, donc, au niveau de la Côte d'Ivoire, il y a eu une évolution de la législation, Mhm. de sorte à ce qu'aujourd'hui, le couple, dans son ensemble, est tributaire de la gestion de la chose commune. Par le passé, c'était le mari qui devait faire face aux charges de la famille, mais aujourd'hui, c'est le couple. Mais dans la pratique, c'est tout autre. Et au niveau des dettes, par exemple, si l'un prend une dette, est-ce que ça va être un pot commun et que les deux vont être Oui, oui, bon, redevables de la dette? d'accord, j'ai oublié de souligner, effectivement, il y a deux régimes. Il y a le régime de la séparation, si c'est le mariage légal, bien sûr, et puis le régime de la communauté de biens. Mhm. Si c'est une dette, quand c'est la communauté des biens, le couple est redevable. En tout cas, si c'est au niveau de la banque, lorsque le client prend un crédit pour un certain montant, euh, au niveau de la communauté des biens, l'un des membres du couple qui n'a pas pris le prêt doit venir apposer sa signature pour acquiescer qu'il est d'accord pour cet engagement. Maintenant, quand c'est la séparation des biens, voilà, non, il n'a pas besoin forcément de l'autre. D'accord. Et alors, par défaut, si les mariés ne le précisent pas, c'est la séparation des biens qui s'applique, c'est ça? Ou c'est la communauté? Non, non, Ou au les gens sont niveau, obligés de spécifier s'ils choisissent le régime de la communauté ou le régime de la séparation? oui, au niveau du mariage légal, on est contraint de spécifier. Maintenant, si c'est un mariage religieux, c'est Mhm. la loi religieuse qui s'applique. Mm. Très souvent, pour les musulmans, c'est l'homme qui prendra en charge les besoins de la famille. Mhm. Voilà. Ok, ok, très bien. Donc Christelle dit quoi, on fait pas trop attention à ce que la loi dit, mais pourtant s'il y a des problèmes, justement, c'est la loi qui va s'appliquer. Je pense particulièrement aux dettes parce que ça peut être un gros problème si l'un a pris des dettes et que l'autre le sait pas. Euh, Yann Théma ou Alice Harry, vous voulez rajouter quelque chose? Oh, c'est bon, hein, c'est bon. De mon Ok, côté. très bien. Mhm. Oui, Youssouf. Mhm. Alors, ce que je voulais ajouter, que ce soit la loi religieuse ou la loi de l'état civil, les décisions que le couple va prendre, l'une des parties du couple va prendre, va agir forcément sur le couple. Donc, je vais dire que c'est toujours important, effectivement, peut-être dans l'approche de la pratique, voilà, de mettre ça en pot commun et peut-être voir la formule. Ok, donc ça c'est vraiment des choses qui sont importantes à discuter. Euh, c'est justement qui va payer quelle facture, surtout quand les deux ont un revenu. Est-ce qu'on crée est-ce qu'on ouvre un compte bancaire commun par exemple ou pas? Qui paye quelles dépenses? C'est vraiment le genre de choses qui sont importantes à discuter quand les gens se marient. Donc c'est quelque chose que vous pouvez vraiment encourager et rappeler. Même si l'un ne travaille pas, c'est important de pouvoir voir comment ils vont s'organiser. Et c'est quelque chose que vous devriez vraiment encourager, faire le budget de façon commune. Oui, Youssouf. Alors, donc, sur cette partie, effectivement, je pense que les échanges entre les groupes est plus que primordial. Le fait de ne pas travailler, souvent, c'est parce qu'on ne valorise pas réellement le côté où les tâches ménagères aussi, c'est du temps qu'on passe. Et le temps qu'on passe aussi, voilà, c'est une participation aussi voilà, de l'un des membres du couple à sa responsabilité par rapport aux charges de la famille. Mhm. Voilà, donc, souvent, ce n'est pas tracé en termes de valorisation pécuniaire, mais c'est important la charge de travail que l'autre personne, même qui n'est pas rémunérée, prend en charge. Tout à fait. Si là, vous devez rajouter quelque chose, oui, allez-y. À la suite de Sangha de Christelle, ça, c'est l'aspect, comme vous l'avez dit, c'est l'aspect culturel des choses qu'il faut voir souvent. C'est-à-dire, au-delà du caractère légal du mariage, l'aspect légal où on se dit que c'est soit communauté de biens
ou bien communauté par la séparation des biens, que ce soit sur l'aspect religieux, où on se dit que dans nos sociétés africaines, c'est quand même l'homme si tu vois, chez les musulmans, voilà, c'est l'homme qui a quand même ce lead-là, en tout ce cas comme les gestions financières du couple. Mhm. Mais c'est culturel. Même dans un mariage légal, souvent, dans un mariage légal où on se dit que les charges sont partagées, la femme, par exemple, a sa charge le loyer ou l'électricité, et Mhm. l'homme a sa charge, par exemple, tout ce qui est comme squatter des enfants. Mais il va arriver, par exemple, comment on appelle, par culture, que l'homme s'accapare de tout, en fait, sans s'en rendre compte. C'est-à-dire, l'homme, il dira à la femme, bon, c'est vrai que c'est partagé. Si tu penses qu'il y a des charges, tu penses que tu dois gérer et que tu n'arrives pas à gérer, moi, en tant qu'homme, je peux gérer. Donc, la mentalité est en train d'évoluer dans ce sens-là. Parce qu'on se rend compte maintenant que plus la femme travaille, elle veut s'affirmer réellement sur certains postes, en fait, au niveau du corps. Mais on ne doit pas omettre aussi cet aspect sur des choses, en fait. Quel que soit le statut, soit légal du mariage ou religieux, l'homme a tout en tendance à, comment on appelle, à gérer plus par rapport à certaines choses, en fait. C'est ce que je voulais ajouter. C'est une très bonne remarque. Merci, merci beaucoup. Ça, je l'ai vu dans un certain nombre de familles. Alors, pour revenir sur deux points, sur le point que faisait Youssouf sur la valorisation du travail euh, de, du conjoint qui travaille pas, qui est généralement la femme. On avait fait une formation à Hong Kong et justement, c'était pour des mamans qui ne travaillaient pas et elles sentaient qu'elles n'avaient aucun rôle en fait économique. Et donc, ce qu'on avait fait, c'est qu'on les avait, c'était une activité, on les avait aidées à valoriser quels étaient leur poids économique dans la famille. Et ce qu'on avait fait, c'est que, on a dit que si vous n'étiez pas dans le foyer, parce que par exemple, vous travaillez, ben, il faudrait que vous ayez une garde d'enfant. Une garde d'enfant, ça coûte combien? Après, il faudrait sans doute quelqu'un qui aide avec tout le travail ménager, etc. Ça coûte combien? Donc, on avait vraiment valorisé toutes en fait, les économies qu'elles faisaient faire à la famille par leur travail non rémunéré de toutes ces tâches ménagères. Et ça les avait, ça donnait vraiment des faits sur la valeur de leur travail. Et puis deux aussi, ça leur permettait également de mettre en relation qu'est-ce qui se passerait si elles devaient travailler. Il y a beaucoup de programmes euh, de génération de revenus qui un peu mettent de côté cet aspect-là où ils disent ah, très bien, c'est super, on va essayer d'encourager les femmes à travailler. D'un autre côté, ils ne mettent pas obligatoirement en balance les frais que ça va générer parce que les enfants, il faut bien les garder, parce que surtout quand ils sont en bas âge, parce que il y a un certain nombre de tâches ménagères qui sont difficiles à faire quand qu'on n'est pas à la maison, etc. Donc, c'était une manière de choses de valorisation du travail ménager qu'on avait faite, qui est intéressante. Euh, pour rebondir sur la remarque de Scylla sur effectivement les mentalités, euh, on avait fait également une formation au niveau des communautés sur le problème des veuves euh, dans un certain nombre de pays, quand les femmes sont complètement exclues de la gestion de l'argent. Le gros problème, c'est que quand le mari meurt, elles sont complètement perdues parce qu'elles n'ont jamais géré l'argent. Elles sont complètement ignorantes de choses toutes simples, même où sont les papiers, comment prouver que notre maison est à qui appartient la maison, ce genre de choses. Donc les veuves sont mises dans des situations extrêmement vulnérables. En plus, à un moment où elles le sont encore plus parce qu'elles viennent de perdre leur mari. Et donc, rien que pour ça, rien que je dirais, si vraiment le mari tient
à sa femme et un minimum d'amour pour sa femme, il devrait mettre au courant sa femme et l'associer dans la gestion de l'argent. C'est quelque chose qui est vraiment très important à rappeler parce que c'est quand même assez rare que les couples meurent en même temps. Donc, il y en a toujours un qui reste et statistiquement, c'est souvent la femme qui reste parce que les femmes ont généralement une espérance de vie qui est plus longue et elles se retrouvent très souvent dans des situations, et j'ai compris qu'en Afrique en particulier, elles se trouvaient dans des situations vraiment très difficiles parce que quand elles n'ont jamais été associées à la gestion de l'argent, d'un coup, elles ne savent pas comment faire et elles ne savent pas où sont les informations. Donc, rien que pour ça, c'est vraiment extrêmement important d'encourager une gestion de l'argent qui soit ensemble. Ça fait partie des responsabilités communes. De même que responsabiliser ses enfants au niveau de tout ce qui est gestion de l'argent, ça fait partie de l'éducation des enfants, en fait. Si on laisse les enfants jusqu'à 18 ans, jusqu'à leur majorité, complètement dans l'ignorance de la gestion de l'argent, euh, quelque part, c'est qu'on a loupé une partie de leur éducation, qui fait l'éducation financière fait partie de l'éducation des enfants et qui est à la charge des parents. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'est vraiment très important cette bonne communication et ce travail en commun, cette coopération entre les époux. Donc ça peut être, je dirais, une session à part entière à proposer aux jeunes employés. Ça, on l'a fait. La deuxième grande partie, c'est sur les demandes de la famille. On a vu que c'était extrêmement important. Donc là, une manière de faire cette formation, c'est de montrer des bons et des mauvais conseils. On va les voir après, je vous ai donné des exemples. Et ensuite, d'en discuter, de voir comment justement gérer de façon pérenne les relations avec la famille au niveau financier. Et ensuite, de rappeler, ça on va pas le refaire, parce qu'on l'avait vu au moins la session 2 et 3, je crois, sur le calcul de la limite de dépenses, le reste à vivre, sur comment justement intégrer la partie pour les engagements qu'on prend vis-à-vis de la famille, sachant que ça, c'est une chose que je répète souvent, parce qu'il y a la même problématique en Asie, en fait, hein, en particulier vis-à-vis des parents. Les enfants, quand ils commencent à travailler, ou même quand ils n'ont pas travaillé, dès qu'ils ont leur diplôme, les parents les sollicitent. Et il y a des enfants, donc des jeunes qui n'ont pas encore de travail, qui viennent d'avoir un diplôme, qui prennent des dettes pour pouvoir envoyer de l'argent à leurs parents. Et moi, je leur dis toujours, attention, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On ne va pas prendre de quelqu'un d'autre pour le donner. Donc, et quelque part, la dette, c'est pareil. On ne va pas prendre une dette pour donner. Donc, il faut avoir, même si c'est un dialogue difficile, avoir cette discussion avec les parents que tant que moi, je ne travaillais pas, je ne peux pas t'envoyer de l'argent parce que je n'ai pas d'argent. Donc ça, je passais à une discussion difficile mais importante. Et donc, là encore, vous pouvez faire des jeux de rôle pour mimer, pratiquer ces discussions entre le jeune employé et sa famille pour voir ce qu'ils peuvent, jusqu'où ils peuvent s'engager pour que ce soit de façon pérenne. Je crois que j'avais pris l'exemple aussi au Cambodge en disant, mais si vous ne savez pas nager, vous n'allez pas plonger dans la rivière pour essayer d'aider quelqu'un. Donc c'est quelque part, vous n'allez pas aider financièrement quelqu'un si vous-même vous n'arrivez même pas à vous loger, par exemple, vous n'avez pas d'argent. Alors pour le coup, on m'a dit, donc ça c'est toujours très intéressant d'écouter et de dialoguer. On m'a dit, mais au Cambodge, les gens le font en fait. Et les gens littéralement, s'ils voient quelqu'un se noyer, plongent même si eux savent pas nager. Donc c'était pas le bon exemple. Donc, je vous ai donné ici quelques exemples au niveau de la famille. Donc, qu'est-ce qui vous semble être des bons conseils et des mauvais conseils? Donc, ça, ce jeu-là sur les bons et les mauvais conseils, vous pouvez le faire, je crois qu'on l'avait vu au niveau de la gestion des dépenses. Vous pouvez le faire de deux manières. Soit vous donnez
un jeu de cartes, allez, 12 cartes à chaque groupe et à eux de faire deux tas entre ce qui semble être des bons conseils et des mauvais conseils, ou alors vous donnez une carte à chaque participant. Alors, si vous avez 24 participants, vous donnez une carte pour deux participants et vous leur dites, en plus, ça les fait bouger un peu physiquement, vous leur dites, bah, si vous pensez que votre carte est bonne, vous mettez dans ce coin-là de la pièce. Si au contraire, vous pensez que cette carte-là n'est pas un bon conseil, vous mettez dans ce coin-là de la salle de formation. Donc, et puis après, chacun partage sa carte. Donc, d'après vous, quels sont les bons conseils et les mauvais conseils? Donc, entre le premier, donc encourager ses proches à noter ses revenus et ses dépenses pour planifier les dépenses futures, est-ce que c'est un bon conseil que quelqu'un peut donner aux membres de sa famille? Je vois un pouce. Bon conseil des Christelle. Petit crayon. Ok, bon conseil, tout le monde est d'accord. Donc, on va le noter comme bon. Ok. Discuter avec les proches, pourquoi ils demandent de l'argent? Est-ce que ça vous semble un bon conseil ou pas? N'hésitez pas à prendre le micro aussi si vous voulez. Bon conseil. Ok. Euh, alors, c'est toujours culturel, donc ça dépend aussi de quelle relation avec qui c'est, etc. Mais même si c'est pas de façon directe, ça peut être important de comprendre pourquoi c'est fait. Euh, euh, un exemple extrême en fait qu'on a, c'est essentiellement avec les travailleuses immigrées philippines qui habitent et qui travaillent à Hong Kong. Il y en a un certain nombre en fait qui, malheureusement, l'argent qu'elles envoient à leur famille au pays est utilisé pour toutes sortes de frivolité, d'argent. Donc effectivement, oui, ça dépend. Je suis d'accord, Christelle, ça va dépendre un peu mais il y a un certain nombre d'argent qui est utilisé pour d'autres choses et c'est mal utilisé. Donc c'est important de bien comprendre à quoi sert l'argent. Alors, si vous prêtez de l'argent, écrivez, signez un accord. Qu'est-ce que vous pensez? Oui, Youssouf, Alors, allez-y. Oui, allez-y. oui, alors donc, je pense que ça aussi, c'est culturel. C'est bon déjà d'écrire pour soi-même, pour noter, pour ne pas oublier. Maintenant, c'est la signature. La signature peut être, par exemple, des témoins, Mhm, voilà, voilà, pour pouvoir matérialiser l'effectivité de l'emprunt qu'on fait. mhm. Alors, je dirais que c'est culturel. C'est culturel malheureusement dans beaucoup de pays, dans beaucoup de cultures. Et, généralement, entre membres de la famille, on n'ose pas demander un écrit, on n'ose pas demander une signature. Mais vu le nombre de disputes qu'il peut y avoir, et pas seulement, là on parle pas du couple, là, on parle de membres de la famille par rapport à un frère, un cousin, une sœur ou autre. euh, Avoir un écrit est quand même extrêmement important parce que ça va éviter un certain nombre de disputes. Donc, c'est quelque chose, même si dans beaucoup de cultures, c'est contre, je pense que c'est très important de le faire. Et de ce que je comprends de l'islam, c'est aussi marqué dans l'islam, dans le Coran, qu'il faut vraiment marquer quand on a une transaction, une dette future, qu'il faut la marquer. Donc, c'est quelque chose qu'on peut rappeler. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que c'est très, très important. Euh, alors, ça aussi, c'est culturel. Le suivant, décourager les gros cadeaux et les cérémonies coûteuses. C'est vrai que là, j'ai aussi en tête euh, des contextes d'enfants ou de parents qui migrent, même si c'est une migration interne, ça peut être aller du village à la ville, et qui, quand ils reviennent, ils auront tendance à revenir avec les cadeaux, à être vraiment très prodigue. Donc, est-ce que c'est une bonne idée de décourager les gros cadeaux ou pas?
Oui, Youssouf. Alors, je pense que c'est parfait. Faut décourager. Mhm. Même pendant les mariages, chez nous ici, on dit, c'est vrai, on le fait pour l'heure actuelle, pour le présent, l'instant présent, mais eux, le après. Personne ne viendra nous aider. Donc, dans ce sens-là, voilà, on préfère vivre, voilà, il faut faire des choses justes au moment où il faut. Donc, les gros cadeaux, c'est à décourager, effectivement. Et est-ce que les gens le font? Donc, est-ce que c'est une attitude que les gens ont dès qu'ils commencent à avoir justement à toucher leur premier salaire et que ils ont une tendance à montrer, parce que c'est quand même aussi une partie d'ego, c'est de montrer, bah, ça y est, ils ont plus d'argent, donc ils vont acheter plus de choses pour les gens, même si finalement ils n'en ont pas les moyens. Oui, généralement, lorsqu'on a un peu plus d'argent, lorsque notre statut social change, on a tendance à démontrer voilà, que notre statut, effectivement, a changé. Si je pouvais me permettre d'offrir quelque chose de symbolique, Mhm. voilà, quand je commence à travailler, il faudrait que je montre que voilà, je commençais à avoir quand même quelques sous pour donner un présent à la valeur de mon statut. Donc, je pense que c'est des choses qu'il faut peut-être après les formations, c'est des choses qu'il faut apprécier. Tout Voilà, à faut fait. pas le faire, quoi. Il faut en discuter. C'est vrai que les gens qui ont plus de moyens sont là aussi pour gérer, dépenser plus. Et ça, c'est pas choquant. Parce que si les gens qui ont beaucoup d'argent ne dépensent jamais, c'est quand même un gros problème. Mais il n'empêche qu'il ne faut pas, il faut que ça reste dans ce qui est gérable et le faire, par exemple, en début de mois et puis oublier qu'on a un certain nombre de factures et qu'on aimerait épargner pour un projet immobilier ou autre, c'est quand même un gros problème. Oui, Youssouf? Alors, dans ce que je voulais ajouter, tout est dans la préparation. Si moi, j'ai une dette morale vis-à-vis de quelqu'un et voilà, quelqu'un qui m'a scolarisé, qui m'a aidé pendant certaines années et que son fils se marie, par exemple, et à la dimension de ce qu'il m'a fait, moi, je me prépare, Mhm. j'ai épargné de l'argent pour ça. Il y a une ligne budgétaire par rapport à cela. Voilà, je peux me le permettre puisque j'ai déjà stocké cet argent quelque part. Donc là, c'est pas quelque chose voilà, qui viendrait mélanger mon budget. Donc ça, tu veux dire, c'est des choses, voilà, c'est au cas par cas. Tout à fait. Et ça, on revient vraiment à cette notion d'engagement. Et donc, c'est pour ça que ça me semble important de le mettre aussi dans cette limite de dépenses ou reste à vivre, de bien comprendre que, et cet engagement, on le connaît déjà. Donc, on sait qu'on est engagé moralement vis-à-vis de telle personne. Donc, alors ensuite, et je suis consciente qu'on est leur tourne, emprunter de l'argent pour aider sa famille, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est une bonne idée, un bon conseil ou un mauvais conseil? Bon, pour ça, je dirais que a priori, ce n'est pas un bon conseil, mais encore, ça dépend de ce pourquoi on demande de l'argent. Si c'est pour un problème assez compliqué ou urgent, bon, par Mm, moment, on n'a pas vraiment le choix. tout Mais à fait. sinon, a priori, ce n'est pas un bon conseil. Absolument. C'est à moins que ce soit une urgence vitale, une facture d'hôpital par exemple à payer, parce qu'il y a vraiment une urgence et que personne dans la famille n'a d'argent, ça reste un mauvais conseil. Mais justement, ces cartes-là, donc ces situations-là, comme vous le faites maintenant, permettent aux participants de discuter, tout n'est jamais, c'est rare qu'une chose soit vraiment 0 ou 1, noir ou blanche. Il y a vraiment des discussions, des nuances, et ce genre de cartes vous permet d'amorcer le dialogue et d'en discuter justement avec les participants. Alors, rompre le contact avec les proches pour éviter les demandes d'argent. Et si je mets cette carte-là, c'est que j'ai vu des cas où en particulier chez les migrants, par exemple, où ben, il y a déjà l'éloignement géographique et en fait, au bout d'un moment, le migrant se sentant comme un distributeur automatique à billets, ça on me l'a déjà dit, finit par rompre complètement les relations avec la famille pour des problèmes d'argent, parce il ne veut pas envoyer de l'argent à sa famille. Donc, est-ce que ça vous a une bonne idée, bon conseil ou mauvais conseil? Oui, Youssouf ou Ali, un des deux. Bon, moi, je pense que
c'est rompre le contact avec les proches, non? C'est bien ça. Oui, Je oui. pense que c'est pas une bonne idée. Non, c'est pas une Voilà, bonne idée. c'est vrai que l'argent, c'est d'abord un outil, voilà, social aussi, Mhm. voilà, qui nous permet de pouvoir s'affirmer au niveau de la famille. Voilà. On ne sait pas aussi quand est-ce qu'on aura des difficultés. Voilà. Plus on a un lien avec la famille, au-delà de l'argent, il y a des difficultés qui ne peuvent pas être réglées avec l'argent. Voilà. Donc, rester en contact avec la famille, je pense que voilà, ça peut nous aider. Maintenant, c'est la manière de voir nos relations d'argent avec nos familles qui doit changer. Sinon, Mhm. c'est pas le contact, voilà, pour éviter les demandes d'argent. Tout à fait, tout à C'est fait. Les comme un relations peu sont plus comme importantes que l'outil, ouais. Youssouf, c'était d'accord? Non, je suis d'accord. C'est bon. D'accord, super. Alors, donc le suivant, c'est calculer et planifier combien vous pourriez donner ou prêter. Et donc là, on revient un peu ce que... oui, allez-y, ici, là. Mhm. Donc, un bon conseil. Ouais, et ça, c'est exactement ce que disait Youssouf tout à l'heure en disant, bah, si j'ai un engagement moral avec quelqu'un qui m'a aidé à financer mes études, etc., j'épargne, je planifie avant. Donc, c'est vraiment quelque chose à intégrer dans le budget. Épargner pour les urgences. Oui, Youssouf. Allez-y, Youssouf. Donc, bon conseil pour les urgences. En fait, épargner pour les urgences, vous pouvez épargner pour vos propres urgences, mais si justement dans la famille, il y a aussi une urgence, c'est pas, ça peut être utilisé pour d'autres personnes. Donc, vous n'épargnez pas nécessairement que pour vos propres urgences. Vous pouvez aussi, ça vous permet de pouvoir aider d'autres personnes de votre entourage s'il y a une grosse urgence. Alors ça, pour le coup, c'est très asiatique, donc je ne sais pas si ça s'appliquerait dans vos cultures, mais c'est dire oui pour éviter les conflits. Mais en fait, au bout d'un moment, on a dit oui, mais on ne le fait pas. Donc, on ne donne pas ce qu'on avait promis. Est-ce que c'est quelque chose qui s'applique chez vous? Et est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou si c'est pas une bonne idée? Ouais, mauvais conseil. Il faut vraiment avoir un dialogue franc, même si c'est difficile, nous dit Christelle. Youssouf, ouais. Non, non, c'est pareil. Je pense qu'il faut être véridique dans la vie. Hmm. Et voilà, faut dire ce qui est. Tout à fait. Quand c'est Quand on non, n'est c'est pas d'accord, non. on dit non. Voilà. Quand c'est non, c'est Ouais. non. Et quand c'est oui, et on le fait. C'est suivi des faits. Bon, celui-ci, moins extrême que celui-là, mais ça ressemble, c'est en fait dire non systématiquement et refuser de parler d'argent. Euh, Ça, c'est pas une bonne idée non plus. L'argent fait partie, comme l'a dit Alice Aref, c'est un outil social, ça fait partie des relations. Alors celui-là, pareil, j'ai eu le cas d'un certain nombre dans un certain nombre de cultures, bah oui, si les parents, en particulier sur les parents, donc père, mère, demandent à leur enfant adulte, l'enfant va donner quel que soit le montant. Donc, est-ce que ça vous semble être une bonne idée donc, de donner tout ce qui est demandé? Youssouf dit non. moi, je pense donner tout ce qu'on demande. Je pense que dans notre culture même, bon, avant de revenir à l'éducation financière, bon, c'est recommandé de ne pas toujours donner tout ce qu'on demande. Voilà, même si on est capable de donner, on peut donner une partie importante. Voilà, mais on avait vu dans le cours avec sur A plus B égale à 3, il faut d'abord commencer à comprendre quel est le besoin. Quel est le besoin? Parce que souvent, les gens disent, je demande ça, alors que réellement, le besoin n'est pas, voilà, le besoin n'est pas à ce niveau. Voilà, Absolument. il faut chercher à comprendre le besoin et voir dans qu'est-ce qu'on peut faire pour lui. Voilà.
Absolument. Et alors le dernier, pareil, est dans un contexte plutôt asiatique et malheureusement je l'ai vu. Maintenant, je ne sais pas du tout si ça s'applique chez vous. C'est quelque chose après on pourra rediscuter. Mais certains prêtent de l'argent et prêtent de l'argent avec intérêt à des cousins, à de la famille, pas nécessairement la famille proche, mais la famille un peu plus éloignée. Est-ce que ça vous semble, c'est rare, tant mieux, tant mieux. Je ne sais pas si ça existe également au niveau du Burkina, plutôt sans intérêt. Ok, super. Alissa, et au niveau du Burkina, est-ce que ce genre de situation arrive? Oh, je n'ai pas bien suivi. En fait, si on C'est prête, un peu- un membre de la famille est sollicité, il dit, OK, moi je suis prêt à cousin, l'oncle, à te prêter de l'argent, mais avec un intérêt. Hop, ici, je pense pas, hein. OK, super, très bien. Quand on te prête de l'argent, c'est que bon, c'est la totalité, on va OK, te super. remettre. Mais même dans la totalité, même, bon, beaucoup de personnes aujourd'hui témoignent que ça ne marche pas, les questions de prêter l'argent aux proches, ça OK, ne marche pas du tout. Beaucoup sont résolus à les aider même de façon gratuite de dons. que Donc, de en parler fait, de on donne de l'argent, on ne prête pas. D'accord, prêt. OK, super. Bon, non, parce que ça, c'est un énorme problème enfin, c'est pas un énorme problème, mais c'est un problème qui existe en Asie. Donc, tant mieux que ça n'existe pas chez vous. Donc voilà, l'idée derrière ces conseils, c'est, alors, il faudra que vous me disiez s'il y en a certains qui sont. Oui, Christelle, allez-y. D'accord, merci. En fait, j'aimerais revenir un peu sur la carte qui dit si vous prêtez de l'argent, écrivez Mhm, et signez un accord. Bon, là, je trouve que c'est un bon conseil, mais je me demande si pour nous, par exemple, quand on donne la formation, c'est important de le mettre parce que réellement, dans la pratique, c'est un peu compliqué. Quand vous emmenez un accord, à moins que ce soit celui qui demande, qui propose de signer un accord, quand c'est vous qui devrez donner l'argent, ça paraît parfois comme une insulte ou c'est assez difficile en fait. Donc là, je ne sais pas si il ouais, faut mettre je ça comprends bien. ou juste Mhm, mettre mhm. pour amener la discussion, mais bon, c'est Je pense plus... que c'est très bonne remarque. C'est difficile dans toutes les cultures. C'est difficile même dans la culture occidentale, latine, dont je fais partie, parce que on n'aime pas parler d'argent et on n'aime pas que ce soit écrit. Ça peut être une simple feuille, mais ça peut être juste pour se mettre d'accord. On est bien d'accord et on l'écrit que je te donne. Alors si c'est un prêt, hein, parce que si c'est un don, c'est fini, c'est pas la peine d'avoir un accord, l'argent est donné, c'est tout. Mais si c'est dans le cas d'un prêt, l'argent va devoir être remboursé ensuite. Et c'est vraiment important de prendre un papier. C'est pas la peine d'aller devant le notaire ni rien, mais au moins prendre un papier en disant, OK, on est aujourd'hui, je te prête tant. On est bien d'accord sur le montant. Je veux pas qu'ils disputent juste entre nous. Vous voyez ce genre de dialogue, vous pouvez expliquer à vos participants. Et même si vous voulez pas le signer, vous coupez le papier en deux et puis la même chose est écrite des deux côtés en disant on est le temps. Tu me rembourses quand tu peux. Si c'est ou tu me rembourses avant la fin de l'année parce que vraiment moi j'en ai besoin, mais qui est quelque part un certain formalisme et que ce soit écrit et expliqué. Au moins, on se disputera pas et on n'oubliera pas parce que c'est fréquent. Moi, ça m'est même arrivé. Je me souviens avec une collègue justement pendant une formation d'éducation financière. Il se trouve que elle n'avait pas d'argent liquide et qu'on était dans une zone rurale. Il n'y avait pas de distributeur. Donc, elle me dit, écoute, est-ce que tu peux m'avancer, je sais plus si c'était 100 ou 200 $, parce que là, vraiment, j'ai plus rien. Je dis oui. En plus, on avait fait la formation et qu'on était toutes les deux en formation d'éducation financière. Je dis, écoute, je me permets d'appliquer. Donc, je l'ai dit en souriant de façon, parce que je savais que moi aussi, j'étais un peu mal à l'aise. Elle aussi, je voulais pas la mettre à mal à l'aise. Je lui ai dit, écoute, c'est quand même de l'éducation financière, on va quand même faire ce qu'on préconise. Donc, si ça te dérange pas, j'aimerais l'écrire. Et je lui ai dit, est-ce que je peux, parce on était en Asie pour le coup, donc moi, je repartais plusieurs semaines après.
Et est-ce que je peux me permettre de te relancer avant de partir dans 1 ou 2 semaines avant de partir, est-ce que je peux me permettre de te redemander de me rembourser? Elle me dit oui, oui, bien sûr. Et le fait qu'on en ait discuté, le fait que je l'ai écrit sur un papier, pour le coup, en fait, elle a oublié. Donc ça m'a permis de gentiment lui la remercier. Et je pense que c'est mieux passé que si on n'avait rien noté et que tout d'un coup, un mois après, je me suis dit, ah là, mais elle m'a jamais remboursé. Et elle aurait pu ne plus s'en souvenir ni rien, mais là, il y avait, parce qu'on était de bonne volonté toutes les deux, l'affaire est mieux passée. Donc, même entre personnes qui s'entendent bien, on peut oublier, on a 1 milliard de choses à gérer, et donc, au moins, ça permet d'éviter des conflits et des disputes. Donc, Youssouf, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, oui. Donc, je voulais savoir quelle est la valeur juridique d'un document consigne à deux. Aucune, probablement. Mais comme je voulais D'accord, ça, dans c'est- l'exemple que je vous ai donné, alors si c'est vraiment des sommes beaucoup plus importantes, voilà. là, passer devant un notaire ou avec des témoins, là, il y aura des. Mais là, vous voyez, avec l'exemple que je vous ai donné, une somme de, ça devait être, je sais plus, 150 dollars entre amis, entre collègues, c'était vraiment une avance pour peu de temps. Moi, De bien l'expliquer avec le sourire et ben, ça a permis de désamorcer ce qui aurait pu créer un froid entre nous parce qu'effectivement, elle avait en de bonne volonté complètement oublié donc Oh, de me oui. rembourser. Donc moi, je ça m'a pense que, permis de le rappeler. Oui, Alice, c'est vrai. bon, moi, je pense qu'au niveau juridique, c'est ça, il y a pas, ça n'a pas une valeur, voilà. Mais ça a le mérite au moins de jouer au niveau de la psychologie de la personne, voilà, de savoir qu'il a pris un engagement, Mhm. voilà, de savoir que, bon, il doit l'honorer. Tout à fait. C'est ça, Et de ne pas oublier, voilà, Ouais, c'est comme ça en qui fait, l'exemple. est intéressant. en, en fait, Au moi, moins, je ne pas le oublier. prends effectivement comme un moyen de persuasion, comme je l'ai indiqué là. Mhm. Ce moyen de persuasion, lorsqu'il y a des témoins, ça donne beaucoup plus de légitimité, Tout voilà, à fait. pour pouvoir, voilà, demander son argent. Et puis, comme Sophie l'a dit là, vraiment, tout est dans les échanges. Et dans l'approche, on le signale pour que demain, voilà, on puisse le rappeler à celui qui a pris l'argent. Donc, je pense que ce conseil est vraiment bien, bien approprié par rapport à cette démarche. Euh, et, et tout dépend également des relations entre personnes. Tout dépend également du montant. Si c'est une somme qui n'est pas très importante, c'est pas la peine d'avoir des témoins. En revanche, si ça commence à être une somme assez importante, peut-être là justement, c'est important d'avoir des témoins qui commencent à avoir une valeur juridique. Mais c'est vraiment pour éviter les problèmes. Parce que même si on s'entend bien aujourd'hui, justement, le fait qu'il y ait eu cette transaction financière, le fait qu'il y ait eu cette presse, cette dette de l'un vers l'autre, ça peut générer des problèmes et mieux vaut en parler et de voir comment si l'un oublie. Parce que c'est généralement le cas, hein, c'est qu'il y en a un qui va oublier, même de bonne foi. Hein. Ce qui s'est passé avec cette collègue qui avait complètement oublié effectivement que je lui avais prêté de l'argent. Eh ben, au moins, ça a permis de désamorcer complètement et l'affaire était close. Et elle m'a remboursé. Ah oui, effectivement, j'avais oublié, tu fais bien de me le rappeler. Et voilà, tout s'est terminé très bien. Alors que justement, elle l'aurait pas marqué, ça aurait pu plus mal se terminer. Il y aurait pu avoir peut-être pas une dispute, mais avoir un froid, une gêne entre nous. Ça aurait été dommage. Voilà. Je suis bien consciente qu'il est tard, donc j'aimerais avancer sur le reste. Et de toute façon, on reste en contact de toute façon. Donc, si vous avez d'autres questions après la formation, alors j'ai bien conscience aussi que les dessins qui sont sur ces cartes sont plutôt assez asiatiques en fait. Donc, il faudra que j'essaye de les changer. Alors, j'ai des cartes où il n'y a pas de dessin, mais d'expérience, c'est toujours plus. Ça met de la couleur, quelque part, ça dédramatise aussi quand il y a des dessins par rapport à pas de dessin du tout. Donc, c'est pour ça que j'ai tendance à mettre des illustrations sur le matériel de formation. Comme très vert là. Youp. Voilà, je pense que j'ai tout effacé. Euh,
La dernière partie que je voulais voir, qui est sur l'éthique, et je pense que c'est aussi pareil, très important, surtout pour des jeunes qui se mettent, qui commencent à aborder la vie active, c'est d'avoir cette discussion sur ce que c'est que la richesse. Et donc, en fait, on a deux types de cartes. Un, c'est, et on va regarder quelques-unes seulement, c'est qu'est-ce que vous feriez dans cette situation? Et donc, en fait, on donne, et ça, on le fait même avec des jeunes au niveau du collège ou de lycée, on donne une carte à chaque groupe et on leur demande ce qu'ils feraient dans cette situation. Donc, on va en prendre que quelques-unes parce que je pense que l'heure tourne et que je ne vais pas vous retenir trop longtemps. On va prendre par exemple la deuxième des cartes, si vous pensez qu'elle s'applique chez vous. Donc, c'est l'achat pour montrer qu'on a de l'argent. Donc, mon ami n'arrête pas d'acheter de nouvelles choses et de montrer ce qu'il vient d'acheter. Qu'est-ce que vous feriez dans cette situation? Là, on est vraiment, comme disait Alice Harry, dans l'outil, enfin l'argent ou outil social où bah, on montre qu'on a de l'argent. Donc, si on est dans la situation où nous, on n'a pas nécessairement beaucoup d'argent ou qu'on a un salaire, qu'on aimerait bien le gérer, mais qu'on a toujours ces amis là qui montrent que la nouvelle montre, nouveau téléphone, etc. Comment vous feriez Oui, Youssouf. C'est vraiment toujours avec la manière, ça dépend des relations qu'on a avec cet ami et le dire de façon subtile par rapport à l'utilité de ce qu'il achète. Mhm, Voilà, parce que être ami aussi, souvent, c'est dire la vérité. Et mhm, voilà, voilà, c'est beaucoup plus voir l'utilité de ce qu'il achète et puis bon, s'il y a des conseils à lui donner, mhm, voilà, lui donner ses conseils. Là. mhm. Ok, très bien. Alice Harry, vous voulez rajouter quelque chose? Oh non, je pense que ce que Youssouf a dit, c'est toujours d'agir avec subtilité. Voilà. Quand les relations humaines, c'est beaucoup plus de choses. Voilà. Et surtout quand on a les connaissances, on doit savoir en tout cas approcher les gens. Voilà, pour que ces connaissances-là puissent voilà, les aider à atteindre leurs objectifs de vie. Mhm, mhm. Tout à fait, tout à fait. Et puis faire remarquer, j'ai une amie qui m'avait fait remarquer, elle me dit, oh là, ça fait longtemps que je l'avais pas vue, elle me dit, oh, mais t'as toujours la même montre. Bah, je dis, oui, elle marche bien, pourquoi changer? Tout ce genre de petites remarques, c'est toujours, ça fait partie, il faut pas, je dirais, ne pas aborder ces sujets-là, au contraire, ça fait partie des choses à aborder. Alors, une des choses que j'aborde systématiquement, c'est celui-là, le commerçant qui se trompe en notre faveur. Et ça, en particulier chez les lycéens, je le mets toujours, mais je pense que c'est important aussi de le mettre au niveau des jeunes employés. Donc, le commerçant se trompe en notre faveur, qu'est-ce que vous faites? Oui, Youssouf. Je pense que bon, ce qu'on appelle la loi du karma, hein, c'est-à-dire, faut être juste dans la vie et voir un peu quel est le préjudice qu'on crée à cette personne-là en prenant cet argent. C'est des personnes qui ont des engagements et prendre cet argent-là va nuire à l'autre. Donc, je pense que en termes d'éducation, c'est vraiment de restituer l'argent automatiquement, systématiquement. Alice Sarré, vous êtes Oui, tout à je fait. pense que c'est toujours la loi du karma qui est beaucoup présente dans nos sociétés. Mhm, Voilà, telle sorte que tout ce que tu fais, bon, ça reviendra. Voilà, depuis jeune, on nous a éduqués avec ces valeurs-là. Voilà, même si ça ne revient pas, mhm, voilà, moi j'ai l'habitude de dire, même si ça ne revient pas, voilà, est-ce que j'agis de façon que ça profite à la personne, quoi. Comme Youssouf a souligné, s'il se trompe, il me remet une somme, et puis je garde la somme, ça va le nuire de quelque manière que cela puisse être. Voilà, donc c'est pas des choses qui rentrent en ligne dans nos valeurs, voilà, qu'on nous a inculquées, c'est de d'accord. lui remettre son argent. Donc Voilà, ça, parce par qu'on n'a exemple, pas ouais. fourni un travail pour obtenir cela. Voilà. Donc cet exemple, il se passe peu chez vous, en fait? On se trompe de mettre l'argent. Quand Ça, ça,
non seulement donc le commerçant peut se tromper, mais pour le coup, les gens vont pas faire attention et vont pas le rendre même s'ils s'en rendent compte. Est-ce que ça arrive, ça? Oui, les jeunes, je pense que dans 90% des cas, hein, quand on voit quelqu'un qui dit qu'il a perdu une somme ou bien quelqu'un qui s'est trompé de mettre une somme et il cherche à retrouver la somme, je Mhm. pense que c'est quand la personne retrouve, ça devient tout un communiqué pour apprécier le geste de celui qui a restitué les fonds. Ça veut Mhm. dire que ce n'est pas dans les manières. Quand les D'accord. gens gagnent, c'est silence radio, hein, Mhm. ils se OK. faufilent et puis. Mhm. Mhm. Donc, ça pourrait être une bonne idée d'inclure ce cas-là dans les discussions de participation, hein, de formation. Oui, oui. Absolument, pour Super, très bien. surtout les questions d'éthique. Voilà. Super, super. Donc, en fait, moi, ce que je dis aussi toujours, c'est l'éthique, elle est dans les deux sens. Elle doit être symétrique. Youssouf, Donc, Youssouf voulait parler aussi, hein. oui, Youssouf? Non, c'est bon. Je pense que Sari a largement commenté. C'est bon, je suis en phase. Super. Ok, super, merci. Donc, l'éthique, elle est symétrique. Si c'était dans l'autre sens, si le commerçant se trompait à votre désavantage, euh, dans la plupart des cas, les gens réagiraient en disant non, non, mais attends, là, tu t'es trompé. Donc, c'est vrai dans un sens, ça doit être vrai dans l'autre. Donc, là, il y a vraiment pas photo. C'est extrêmement important. Après, il y a. Alors, celui-là, je le mets également très souvent parce que c'est un cas. Alors, vous voyez, je formule la question de façon assez spécifique. Je reçois un email, j'ai gagné 500 000 dollars. Je ne veux pas partager avec ma famille. Donc, que pensez-vous de ce cas-là? Allô? Oui, Je peux allez-y, parler? Youssouf. Ouais, Ah oui, allez-y, allez-y. d'accord. Alors, donc, ça s'aligne un peu avec de l'arnaque. Et très souvent, en tout cas, c'est d'en parler, aux amis, en parler aux autres pour que demain, on puisse, par exemple, dissuader par rapport au mail qu'on a reçu. C'est vraiment, moi, c'est beaucoup plus en parler. Alors, je mets ce cas-là et je formule de cette Moi, façon parce que, ouais, allez-y, allez, Faré. je suis 100% d'accord avec ce que Youssouf vient de souligner parce que il y a des manières d'arnaquer des gens dans nos sociétés. Voilà, les ventes en réseau, bien c'est quoi. Quand on regarde, la plupart des gens qui arrivent à mobiliser à eux, c'est des gens qui ont eu l'information et qui n'ont pas partagé. C'est des gens qui ne sont pas ouverts à leurs proches. C'est des gens, quand ils ont des petites informations sur l'argent ou bien quelque chose, ils ne partagent même pas avec celui avec qui ils dorment. Voilà, ils sont en tout cas, ils sont fermés. Voilà, donc c'est des cas d'arnaque qui peuvent facilement prendre ce genre de personnes-là. Quand on n'est pas prêt à partager, c'est que des informations qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est en fait, c'était partager l'argent, la somme. Et généralement, alors, à chaque fois que j'ai utilisé cette situation dans des formations, la plupart des personnes, surtout chez les jeunes, vraiment se focalisent sur la dernière partie en disant est-ce que je partage les 500 000 ou pas? Et oublie de voir que, comme Youssouf l'a signalé, c'est obligatoirement une arnaque. Et donc ça nous permet d'aborder le sujet des arnaques en disant qui vous enverrait un email. Et généralement, quand on parle des arnaques, ils ont tous entendu parler de quelqu'un effectivement dans leur entourage, même lointain, qui s'est fait arnaquer. Donc c'est vraiment très important le problème n'est pas de partager le montant ou pas, le problème c'est de faire attention aux arnaques. Euh, les autres cas, je suis un peu consciente de l'heure, il est déjà midi 20 pour vous. C'est comme vous voulez, soit on en discute rapidement, ou soit on passe à la dernier exemple que je voulais vous montrer au niveau de l'éthique. Mais je crois qu'Alice Haré parliez des ventes en réseau. Là, il y a un exemple de vente en réseau. Euh, donc vous me dites, soit on prend encore, on va jusqu'à 30 et Oui, je pense, bon, de Je pense mon qu'on peut y côté, je aller, pense hein? qu'on peut On peut aller. y Bon, aller. c'est vrai que il y a les professionnels Youssouf et monsieur Mamadou. Si là que je ne sais pas. Non, nous, on est un peu jeunes, nous, on peut aller. Nous, on n'a pas Non, de. on peut y Voilà. aller, oui, c'est J'ai samedi. nos doyens, ils sont pris par leur famille et autres.
Voilà, nous, c'est des petites familles d'abord. Donc, voilà. Donc, Voilà, quand vous dites on peut y aller, c'est on peut continuer? Oui, on peut y aller, on peut y aller. D'accord, ok, très bien. c'est ça, Donc, on peut continuer. on peut continuer, Allez, hein. super. Donc, un autre exemple aussi que je donne, et pareil, il faudra que vous me disiez après ceux qui sont pertinents dans vos cultures ou pas, parce que si c'est pas pertinent, c'est pas la peine de les inclure. C'est un emprunt d'argent entre amis, et puis on se dispute justement parce qu'on on n'a pas, on dénie le fait qu'on a emprunté de l'argent. Donc ça, s'il n'y a pas beaucoup de prêts entre amis, c'est peut-être pas euh, euh, très pertinent. Je ne sais pas. Qu'est-ce que le cas, celui-là, est pertinent? Oui, Youssouf. Oui, je pense que c'est pertinent parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, je peux rembourser, mais cet ami-là, par rapport à sa position, je peux être aussi dans une pareille situation, il peut toujours m'aider. Mais Mhm. tout va dépendre de la manière dont voilà, le précédent s'est dénoué. Donc, je pense que ce sera utile quand même de le D'accord. mettre. Donc en fait, l'idée c'est qu'on se dispute pas, mais on prend son courage à deux mains et qu'on va voir l'ami en disant bah, maintenant j'ai pas touché mon salaire, il y a eu un retard, etc. ou autre, ou j'ai eu une urgence et malheureusement je peux pas payer. Et on discute avec lui de comment on va pouvoir rembourser et à quel délai. Mais on a cette discussion. Oui, ici là. Mhm. Moi, je pense que tout rejoint la communication. Hein. C'est de vraiment communiquer avec cet ami-là, Mhm. même pas forcément avec l'ami, mais l'entourage, en fait. Si un tel cas se présente, alors on est, je veux dire quoi, on peut être dans la même situation, comme l'a dit Yusuf tout à l'heure, mais avec une bonne communication, je pense que ce problème peut être réglé sans grand souci, en fait. Mhm. Mhm. Tout à fait. À mon sens, tout part réellement de la communication. Absolument. De l'information Absolument. qu'on donne, de l'information qu'on donne et puis de ce qu'on reçoit, en fait. Mhm. Absolument, absolument. Alors, un autre exemple, donc c'est celui-là. Donc, mon ami recherche un logement. Je veux déménager parce que mon logement n'est pas bon, mais je lui en vante les avantages pour pouvoir partir avant le terme du bail. Qu'en pensez-vous? Pas, je pense que c'est pas bon. Voilà. On ne fait pas ça à un ami, je On pense. fait pas ça à un ami, tout à fait. Donc, on Pas fait pas ça vraiment. même à n'importe qui, quoi. Je pense que l'honnêteté est vraiment extrêmement importante. Donc, vous parliez de karma, oui, ça finit par rejaillir sur nous. Et même si ça rejaillit pas sur nous, c'est pas une chose à faire. Donc, alors, une autre chose, et ça, j'inclus ce cas-là généralement dans les communautés où l'immigration est assez forte. Donc, je prévois d'immigrer à l'étranger pour devenir riche. Et je l'ai mis volontairement, je le phrase de cette manière-là, parce que dans certaines communautés, ils pensent qu'ils peuvent devenir riches en immigrant. Donc, qu'en pensez-vous? Un, est-ce que c'est pertinent? Deux, comment géreriez-vous cette situation? Oui, Youssouf. Alors, donc, je pense que ça faudrait le démontrer par des exemples. Voilà, donc ici, par exemple, en Côte d'Ivoire, on a des jeunes qui réussissent en étant ici. Mhm, Ceux qui émigrent, c'est pas toujours rose. mhm, Et vraiment, ceux qui réussissent, c'est des exceptions. Donc, je pense que c'est par la démonstration, par les exemples, qu'on peut arriver voilà, à convaincre par rapport à ce choix-là. mhm, mhm. Est-ce que c'est un problème qui est majeur dans vos économies? Oui, oui, surtout en Côte d'Ivoire, avec tout ce qui se passe au niveau des réseaux sociaux. Hmm, Voilà, on pense que c'est l'Eldorado est ailleurs. Or, c'est faux. C'est faux parce que ici en Côte d'Ivoire, par exemple, euh, il y a, celui qui veut réussir va réussir. mhm, Parce qu'il y a, il y a des potentialités vraiment partout. C'est les efforts qui sont rémunérés. Si vous faites les efforts utiles, mhm. voilà, à la fin, vous aurez votre rémunération pour faire face à vos charges. Euh, non, j'étais en train de me dire que cette partie, on peut l'aborder effectivement dans la partie éthique. Ça vaudrait le coup d'avoir une formation presque entière sur le sujet de l'immigration, surtout dans les pays où il y a une forte attractivité
de l'immigration, parce qu'effectivement, l'Eldorado n'existe pas nécessairement. Il y en a qui peuvent Sophie, réussir. Oui, allez-y, je voulais Youssouf. dire juste spécifiquement par rapport à la Côte d'Ivoire, on a beaucoup de jeunes qui émigrent et même il y a des villes qui sont réputées être des bastions et même dans la capitale ici. Donc, une formation dans ce sens-là permettrait, souvent, ils mettent des sommes inimaginables par rapport à leur projet de voyage. Et cette somme-là pourrait leur permettre effectivement, avec une bonne éducation dans la gestion, voilà, de pouvoir voilà, avoir des rudiments pour faire fructifier voilà, cette somme qu'ils mettent dans leur voyage. Donc, je pense que ça peut être un point de discussion et arriver sur les outils pour les aider à gérer au mieux voilà, cette ressource qu'ils ont. Tout à fait. Et enfin, ça pourrait être une idée de formation pour nos prochaines formations, c'est d'avoir une formation spécifique là-dessus en intégrant, comme vous le dites, des exemples de gens qui ont réussi chez vous et puis également des exemples de ce qu'est la réalité de l'immigration où non, les trottoirs ne sont pas pavés d'or chez nous. Il y a dans les pays, l'Europe par exemple, c'est extrêmement cher. Et il y a énormément de désinformation sur les réseaux sociaux sur ce qu'est l'immigration, plus le fait que un certain nombre d'émigrés ne veulent pas perdre la face, et ça on me l'a déjà dit un certain nombre de fois, et qu'en fait ils ne veulent pas dire que la vie est très difficile une fois qu'ils sont arrivés en Europe en l'occurrence ou aux États-Unis. Alice Sarré, oui, vous vouliez rajouter quelque chose? Avoir la force. Excusez, hein, je ne savais pas que mon micro est ouvert. Ah, d'accord. Voilà, je pense que, en tout cas, il y a beaucoup d'idées pour les réseaux, comme déjà M. Youssouf a souligné, c'est déjà un bon plan qu'on peut pour se former dans ce sens. Mais la doléance à la fin que j'aimerais poser à Sophie aussi, c'est de savoir si, bon, voilà, dans le réseau, on pourra avoir des gens qui sont des spécialistes en plaidoyer, en recherche de financement. Voilà, pour qu'on puisse en tout cas faire des programmes. Sinon, ce que moi j'avais déjà dit comme étant président au niveau de notre structure, c'est vraiment pouvoir faire avancer le réseau et vous avoir en présentiel, que ce soit à Abidjan ou bien au Togo, Burkina Faso, pour qu'on puisse une fois se regrouper pour, même si c'est 2 semaines, pour en tout cas renforcer nos capacités. Mais au-delà de ça, concevoir des programmes aussi pour chercher des financements. Par exemple, sur l'immigration, c'est l'OIM qui travaille dessus. Voilà. Moi, je suis d'une ethnie où vraiment on est réputé pour aller se chercher ailleurs. Voilà. Quand tu prends au Burkina Faso, nous, on est plus à l'extérieur. Voilà. Donc, dans nos régions, c'est des trucs comme ça. Mais comment concrètement, on peut matérialiser cela en un projet où on peut en tout cas avoir des connaissances spécifiques pour des plaidoyers ou bien des mobilisations de fonds. Et en tout cas, je pense que c'est ça aussi qui peut faire vivre le réseau. Voilà. Absolument, Et ouais. aussi concevoir des étapes où vous devez, ou bien les personnes qui sont dans le réseau, puissent venir dans le pays pour former des formateurs pour la mise en activité. Voilà. Si on Super. peut Ouais, non, plus s'orienter j'ai bien ça en tête. Et seulement j'espère dans ce que sens, après ces connaissances qu'on a. avec nos connaissances respectives, on peut justement faire grandir ce réseau et inclure des gens qui ont une meilleure connaissance au niveau de tout ce qui est récolte de fonds. Et j'aurais tendance à penser que au niveau de l'Union européenne, il devrait y avoir ce type de financement, en tout cas sur toutes les politiques d'immigration. Youssouf, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, oui, non, OK. non, je Et suis vous, parfait. c'est Je suis ça qui va parfait. nous aider. Je suis parfaitement en phase avec Ali. Et aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est un réel problème. C'est un réel problème. Effectivement, c'est des fonds qu'on peut mobiliser avec le ministère des Affaires étrangères, par exemple. Voilà, les fonds existent et c'est de vraiment monter des projets et aller chercher voilà, ces financements-là pour venir résoudre des problèmes. Et comme A plus B, A plus B a une approche vraiment spécifique que je ne trouve pas ailleurs sur des thématiques assez précises comme voilà, ce qu'on est en train de faire pour les nouveaux fonctionnaires, pour les immigrants. Voilà, c'est des choses vraiment très pratiques. Et bon, avec Ali, je pense qu'on en parlait. On va en tout cas trouver les moyens voilà, pour que bon, on puisse avoir vraiment une session en présentiel avec l'appui de Sophie, bien entendu. Voilà, donc c'est des choses auxquelles on pense.
Et voilà, on espère pouvoir voilà, rendre ça réellement réel, quoi. Ok, ok. Exactement. Je pense que pour pouvoir mesurer aussi ce qu'on fait, c'est à travers vraiment des programmes spécifiques, voilà, sur une durée. Et ça va nous permettre, en tout cas, de pouvoir, dans les années à venir, en tout cas, compter au niveau africain, voilà, en termes de, voilà, d'un réseau fort, voilà, qui peut, en tout cas, travailler les États, voilà, et même au-delà. C'est ce que j'allais rajouter. Merci Alissaré au niveau de mesures. En plus d'essayer effectivement d'approcher et de faire à la fois du plaidoyer et de la recherche de financement, c'est arriver à avoir via des sondages, via des outils de mesure, arriver à comprendre l'impact des formations pour justement prouver à des bailleurs de fonds potentiels que ça marche, c'est efficace et quel type de résultats les formations produisent. Donc ça, c'est très important. Ensuite, la partie donc sociale aussi. Je ne veux plus inviter mes amis, je veux économiser de l'argent, ce qui est un danger, je dirais, quand les gens commencent à faire justement regarder leur budget de façon plus serrée. Et ben, ça va, une des dépenses qui vont couper, ça va être les dépenses sociales. Donc, est-ce que c'est une bonne idée, mauvaise idée? Comment gérer ce problème? Oui, Youssouf, allez-y. Euh, En fait, l'excès nuit en toute chose. On vit dans une société et le fait de vivre avec les autres font partie de la vie. Donc, c'est de, comme on a dit, avec ses habitudes, voilà, et en face des habitudes, avoir les ressources qu'il faut, voilà, pour cet acte, pour ce besoin. Donc, normalement, ne plus, c'est ça qui n'est pas bon. Voilà, peut-être essayer de spécifier le besoin, soit une fois, soit deux fois l'an. Voilà, donc c'est d'être un peu plus précis dans la spécification de, voilà, de son besoin. Absolument, absolument. Faire un budget spécifique, ne pas couper complètement, tout à fait. Si là, vous vouliez rajouter quelque chose, Ce que je voulais ajouter, c'est que ne pas vivre en mutation, en fait. C'est-à-dire être carré, carré dans les choses, dire, voilà, cela, c'est sur ma personne qui compte. Non. Je pense que avec le monde qui évolue, c'est, voilà, il y a certaines choses qu'on ne peut plus se permettre, en fait. Donc, comme l'a dit tout à l'heure, je ne veux plus, c'est ce qui gêne. On peut limiter certaines choses. Voilà, on peut limiter, bon, j'ai mon code du budget qui est un peu serré. mhm, Là, je mets fin à certaines dépenses. Voilà, je ne peux plus me permettre, voilà, de faire certaines folies par rapport à certaines dépenses. Mais après ça, on vit en société. Hein. On vit en société. Il y a certains paramètres, forcément, dont il faut en tenir compte. En fait. tout à fait. Donc, c'est Donc, ce que je veux dire. merci beaucoup. Donc, c'est à la fois effectivement arriver à voir combien on peut se dégager dans son budget pour la vie sociale parce que c'est important. Et à la fois réfléchir, c'est une activité qu'on avait faite avec pareil, des travailleuses immigrées qui vivent à Hong Kong, qui elles ont un budget qui est extrêmement serré, le plus gros part à la famille. C'est de les faire réfléchir à tout ce qu'elles peuvent faire de social et qui est gratuit. Donc, ça peut être rencontrer ses amis dans un parc en emmenant son pique-nique, donc ce qui est beaucoup moins cher que d'aller au restaurant, par exemple. Mais vraiment, ils avaient fait pendant une demi-heure réfléchir à tout ce qui était gratuit ou vraiment très très peu cher pour qu'elles continuent à avoir une vie sociale. Mais que ça ne grève pas une grosse partie de leur budget. Et il y avait aussi, donc c'est pareil, c'était quelque chose, ce dernier cas qui était discuter avec des immigrés, c'est qu'elles me disaient alors qu'elles avaient vraiment, il y a certaines qui étaient dans des situations d'endettement difficiles, et elles me disaient, ouais, mais de toute façon, quand je vais voir mes amis, il faut que j'ai des nouveaux vêtements parce que sinon je perds la face. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est culturel et qui existe également chez vous? Et si oui, comment le gérer? Ok, donc Youssouf dit que ça existe, ouais. Si là, allez-y. Oui, ça, c'est dans nos sociétés, mais
c'est monnaie courante. Hein. Voilà, chez nous, en Côte d'Ivoire, on appelle ça le matu vu. Ouais, c'est bon, une Voilà, bonne c'est ça. expression, Voilà. ouais, tout à fait, ouais. Voilà. Paraître à tout moment, voilà, dit que c'est moi qui ai les derniers fringues, tout ce qu'elle en mode. Mais est-ce que réellement, comment on appelle, ça répond un peu à tes dépenses, en fait? Ah, parce qu'il y a ce que les gens voient, il y a ce que l'extérieur voit, mais toi, c'est ce que tu vis ta réalité, en fait. Alors, ça pose un problème éthique. Alors, réellement, ça passe pas, en fait. Donc, c'est d'être, comme je le disais tout à l'heure, c'est d'être focus un peu sur ses objectifs. Mm. Voilà, ne pas aller dans tous les sens. Bien vrai que comment on appelle, X a apporté telle robe chaque semaine. On ne sait pas comment on appelle ça, source de revenus. On ne sait pas réellement comment est-ce que X a pu se procurer comment on appelle, ces habits-là. Moi, en tant que citoyen lambda, pourquoi est-ce que je ferais la même chose comme mes amis, en fait? Tout à Alors, fait, donc, tout à fait. un peu ça. Donc, à la fois, il y a cet aspect-là, à la fois, donc, après, quand on voit ce cas-là, on essaye de discuter de solutions pratiques. Donc, alors, je sais que c'est pareil, c'est culturel, peut-être que ça se fait pas trop chez vous, mais donc, en l'occurrence, avec les travailleuses immigrées à Hong Kong, on avait discuté de comment, entre amies, elles peuvent s'échanger des vêtements pour qu'elles aient un vêtement qui soit différent chaque semaine, mais justement qu'elles n'allaient pas nécessairement acheter. Donc, c'est le problème de l'achat et de la dépense qui était un gros problème. Et alors c'est un exercice que je fais souvent, en particulier avec les jeunes, mais ça a toujours généralement bien marché. On peut le faire avec vous si vous avez encore quelques minutes. Je demande à tous les participants de fermer les yeux et de réfléchir, d'essayer de se souvenir mentalement de quelqu'un qu'ils n'ont pas vu depuis longtemps. Donc, on va faire l'exercice ensemble. Si vous pouvez réfléchir et vous remémorer quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Essayez de le visualiser dans votre tête. Euh, je vous laisse faire réapparaître cette personne. Et puis après, ceux qui veulent partager ce qu'ils ont vu, ils peuvent prendre le micro et raconter un peu ce que... Oui, Youssouf, allez-y. Alors, donc, ça dépend des cercles. Par exemple, je me rappelle les premières années d'université, par exemple, où ça fait près de 22 ans, 23 ans, il y a des amis que j'ai plus revus. Voilà, donc, je passais en revue, par exemple, où ils sont. Voilà. D'accord, ok, très bien. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre veut partager un peu ce qu'il a vu, ce qui s'est remémoré? Non, personne? Ok, donc je vais poser les questions à Youssouf alors, parce qu'il a eu la gentillesse de partager Est-ce que vous vous souvenez quand vous êtes remémoré? Ah oui, Scylla, vous vouliez rajouter quelque chose? Alors, moi, je dirais, bien vrai qu'il ne vit plus, le père, en fait. Mon papa, en Mhm, fait. Voilà, bien vrai qu'il ne vit plus, plusieurs souvenirs en même temps. mhm. Ça, voilà, ça révèle beaucoup de choses aussi, en fait. D'accord, d'accord. Mhm. Donc, j'aimerais vous demander à vous deux et aux autres, parce que vous avez sans doute aussi vous êtes souvenu de quelqu'un. Euh, Est-ce que vous avez vu précisément la couleur de ses vêtements? Moi, non. Non, très bien. La marque? Non, je n'ai pas vu, non. Pas de Non, marque de vêtements. Ok, très bien. La marque de téléphone portable? non. Non. Non, ok, très bien. Donc, mais en fait, l'essentiel, donc 20 ans, vous avez dit 20 ans Youssouf, ou des années après, ce dont on se souvient des gens, ça va être les moments passés ensemble. Donc, vous évoquiez l'université Youssouf, ça peut être des émotions, vous avez beaucoup d'émotions là, ça peut être également des choses qu'on a faites ensemble, des traits de caractère. Mais même le visage, généralement, on ne s'en souvient pas. S'il fallait vraiment le dessiner, on aurait du mal à le dessiner. Parce que les choses physiques, et en particulier les vêtements, les marques de téléphone ou autres, c'est pas essentiel. On dépense beaucoup d'argent dessus, mais c'est pas ce qui va créer la relation avec les gens.
En revanche, les moments qu'on a passés ensemble, notre attitude, si on est souriant, pas souriant, si on est souvent pas de bonne humeur, ce genre de choses, c'est ce que les gens se souviennent ce dont les gens se souviennent de nous, mais ils vont pas se souvenir de comment la personne est habillée. Donc tout l'argent qu'on dépense sur justement le paraître, le m'as-tu vu, c'est pas du tout ce qui crée la vraie relation avec les personnes. Donc, on aurait mieux consacrer plus de temps, plus d'énergie à avoir des bonnes relations avec les personnes vis-à-vis de dépenser plus d'argent pour le paraître. Donc, vous pouvez faire cet exercice. Je crois que je l'ai fait des centaines et des centaines de fois et j'ai toujours les mêmes résultats. Il y a eu une seule fois quelqu'un qui a réussi à décrire précisément les vêtements que la personne qu'elle imaginait, mais ça a été vraiment un cas sur des centaines. Et donc, les gens, à chaque fois, me décrivent soit des émotions, soit des moments, des choses, des actions qu'ils ont faites avec les personnes qu'ils se remémorent. Point. Jamais les vêtements, jamais les marques des choses qu'ils portent. Donc, c'est un exercice que vous pouvez faire et qui remet un peu en place, je dirais, le matérialisme, en fait. C'est que toutes ces choses-là sont vraiment éphémères et ça compte pas. Et donc, c'est un exercice que vous pouvez faire. Je vais juste finir sur le dernier exercice que je voulais vous montrer, puis après, je vais vous libérer parce qu'il commence à être tard. Attends, que j'essaye d'effacer le trait orange. C'est un exercice, il faut que j'améliore parce qu'il est un peu trop de chiffres dedans, mais en fait, il y a 6 cas. Et je vous mettrai les autres cas sur la plateforme. Donc, en fait, je donne les 6 cas aux personnes et vous avez vraiment une situation nette d'une personne, en fait. Donc, avec tous les actifs et toutes les dettes qu'ils peuvent avoir. Donc, il y a le premier cas d'une famille qui est millionnaire. Effectivement, ils ont plusieurs maisons, ils ont pas mal de bijoux, ils ont des voitures, des investissements, etc. Ils ont des dettes et ils ont une situation financière nette. Donc, ils sont pas mal dans le m'as-tu vu aussi avec la piscine, etc. Et puis, vous avez le cas d'une autre personne qui est donc le cas numéro 6 qui est à droite de votre écran. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'argent, qui n'a pas de dette en revanche, qui est très respecté par tous ses voisins, ses voisins, ses collègues lui demandent souvent des conseils. Et donc, la question que je pose à chaque fois, c'est quelles sont les personnes qui vous semblent riches? Donc là, par exemple, entre les 2 cas, quelle est la personne qui vous semble riche et la personne qui ne vous semble pas riche? Youssouf, allez-y. Alors donc, la richesse, c'est ce qu'on arrive à dégager, ce qui nous reste à la fin. Mhm. Donc, de par cette définition-là, je pense que c'est le cas 6, par exemple. Voilà, il n'a pas beaucoup d'argent, mais à la fin, il a quelque chose pour pouvoir réaliser ses objectifs. Je prends l'exemple de chez nous aussi en Côte d'Ivoire, des gens dans un quartier qui est fonctionnaire et un autre qui vend du charbon, par exemple, voilà, dans le même quartier. Les fonctionnaires vont demander du crédit à ce marchand de charbon, de bois, par exemple. Donc, à la fin, c'est comment j'arrive à dégager des ressources avec tout ce que je peux faire comme dépenses et ainsi de suite. Donc, lorsque cette épargne-là est mobilisée et cumulée, j'aurai beaucoup plus de la valeur que celui qui dépense tout chaque mois. Absolument. Donc, c'est vraiment de faire réfléchir les participants sur cette notion, comme vous le dites, de valeur, que la valeur n'est pas seulement matérielle, qui en plus, donc là, ça vous permet d'aborder un calcul de situation nette, que si on a effectivement beaucoup de choses, mais de toute façon, elles ont été financées par des dettes. Ce qui est important, c'est de faire la différence entre les deux et de voir si c'est positif ou négatif. Et puis, de faire réfléchir les participants à toutes bon, j'aime pas trop le mot actif, c'est vraiment très financier comme jargon, mais toutes les valeurs, toutes les richesses. Donc là, pour le coup, dans le cas numéro 6, c'est le respect, dégager le respect, avoir toujours des bons conseils,
l'attitude, une attitude très positive et vis-à-vis des autres également, c'est un type de richesse. Et dans les autres cas, il y a le cas d'une personne où ils ont beaucoup d'éducation. Donc, l'éducation aussi, ça fait partie des richesses. Il y a une autre qui a une petite entreprise et en fait, l'entreprise n'est pas énormément bénéficiaire, mais elle dégage, enfin, elle arrive à employer plusieurs personnes du quartier. Donc là aussi, elle génère des revenus pour d'autres personnes, donc c'est positif. Euh, il y a, ça permet vraiment de faire réfléchir les participants, surtout à un moment où ils touchent leur premier salaire, donc ils achètent peut-être une maison ou autre. Ils sont vraiment dans, je dirais, le très matérialiste au début de leur vie professionnelle, de les faire réfléchir aux autres types de richesses, qu'il n'y a pas que les choses matérielles qui sont importantes. Et oui, il y a une autre personne aussi qui a une très bonne santé. Donc, la santé, les relations avec les autres, l'éducation, tout ça, ça fait partie des richesses que l'on a. Il n'y a pas que la richesse matérielle. Donc, je pense que c'est important de le mettre dans des formations. On a largement débordé, ça fait presque 2 heures qu'on est ensemble. Juste avant que l'on arrête, est-ce que vous avez des remarques, des questions, sachant que le dialogue ne s'arrête pas là, bien sûr, et que on reste en contact? Oui, Alissa, allez-y. Ok, merci beaucoup pour la séance, pour les 4 sessions qui nous ont renforcés. Je pense que dans l'implémentation sur le terrain, ça peut aller au-delà de 4 sessions. Oui. Avec la discussion en présentiel, c'est parce que nous-mêmes, on n'a pas le temps. Voilà, sinon, vous voyez que chaque session, on part au-delà de l'heure indiquée. Tout à Je fait, pense que le terrain, ça peut être un programme complet même. Voilà, si on a une école comme ça, on peut faire un programme complet sur une année. Tout à Voilà, fait, ça peut discuter très de bien tous les faire. Oui, concours. absolument. Voilà. Donc, merci beaucoup à A plus B égale à 3. Et merci aussi à tous les autres participants. Merci à Voilà, je vous les tous. Ouais, vous encourage avez en tout cas à passer à l'action. Voilà, c'est dans l'action qu'on apprend beaucoup, comme on a appris beaucoup aussi avec A plus B égale à 3. Et on pourra faire un retour qui est très intéressant à A plus B égale à 3 pour pouvoir ajuster, voir les choses et voir l'impact au niveau des personnes qui ont suivi voilà, toutes nos activités sur le terrain. Voilà, mais je suis plus orienté pour qu'on puisse en tout cas réfléchir à des programmes concrets qui sont liés à ce module-là. Voilà, pour voir comment on peut travailler les États, voilà, pour fournir au niveau ne serait-ce que au niveau des élèves fonctionnaires qui sont dans les écoles de formation telles que l'ENA, l'UNAM et autres, les écoles de police, les écoles des gens qui travaillent dans l'administration publique, voilà, les écoles voilà, quelle que soit l'école où les gens sont formés pour servir l'État, pour servir nos populations. Comment en tout cas on peut les appuyer à comprendre l'argent, puisque l'une des sources principales de détresse dans nos sociétés, c'est lié aux questions d'argent. Ouais. Lorsque l'argent public, voilà, le fonctionnaire n'est pas aguerri sur ces questions-là, le retour du service est assez médiocre et en tout cas, les gens se mettent dans des problèmes de corruption et autres. Voilà, comment on peut prévenir toutes ces questions-là en apportant en tout cas ces connaissances qui sont assez importantes. Voilà, nous-mêmes, en suivant, ça a renforcé nos capacités de comprendre beaucoup de choses à travers les échanges avec les autres participants, voilà, de comprendre beaucoup de choses basées sur leurs expériences. Je pense que c'est assez important qu'on passe à l'action. Voilà, on a quelques mois devant nous avant 2024. Je pense qu'on peut passer à l'action et, en tout cas, pouvoir élargir le plaidoyer après. Merci beaucoup à tous. Super. Merci à vous. C'est vrai que les échanges ont été très riches, très intéressants. Moi aussi, j'ai beaucoup appris. Oui, Youssouf, allez-y. Alors, donc, je pense qu'il y a 2 approches au niveau de la cible. Vers les écoles étatiques, ça sera des formations plus ou moins gratuites. Donc là, il faut mettre en place réellement la recherche de tout ce qui est financement, des disponibilités. Mais on peut avoir aussi une autre approche où les primo-fonctionnaires ou bien travailleurs, voilà, on peut essayer de les capter aussi, voilà, pour faire aussi des formations, des sessions payantes. Donc, je pense que dans notre stratégie aussi, c'est des choses qu'on doit pouvoir, voilà, comme Staré l'a dit, mettre ça en pratique. Donc, on verra aussi comment rechercher cette cible-là, voilà, pour rendre nos formations aussi payantes.
Tout à fait, tout à fait. Ce qui est important aussi pour au niveau de la pérennité des programmes. Et après, vous pouvez, ça, on peut en discuter après. On peut, de la même façon, réorganiser une session qui soit plus, je dirais, brainstorming sur les comment découper le programme, etc. Mais on peut très bien aussi envisager d'avoir une formation avec un sujet particulier. Ça peut être, par exemple, la paix des ménages. Avoir vraiment une partie qui est que sur, même découpée en plusieurs morceaux, mais qui soit que sur la partie de la gestion de l'argent dans les couples, par exemple. Donc ça, après, on pourra en discuter. C'est assez flexible, vous le voyez, donc ça peut être vraiment réaménagé aux différents besoins. Je voudrais tous vous remercier parce que c'est vrai que les échanges ont été très intéressants, très riches. Vous avez été fidèles à toutes les sessions. Je vais essayer peu à peu de donc mettre tout ça sur la plateforme, non seulement les enregistrements, mais les matériels et également les guides du formateur. Alors, les guides du formateur existent en anglais pour le moment, donc là, je suis en train de les traduire en français, donc c'est pour ça que ça n'est pas encore sur la plateforme. Et puis, de toute façon, on reste en contact pour toute la partie implémentation et puis notre projet réseau. Donc, merci à vous. Bon week-end et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Bon week-end à tous et à bientôt. Merci. Merci. Bon week-end à Merci. tous. Bon week-end. Au revoir. Au Bon revoir. week-end. Merci. Au revoir.